Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule préparatoire des masterclass en chirurgie muco-gingivale par l'équipe Parochu Education. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'anatomie du palais dans une optique spécifique qui est d'aller prélever du tissu conjonctif, qu'il soit épithélio-conjonctif ou conjonctif, pour faire des greffes gingivales. Donc, effectivement, en chirurgie muco-gingivale, quand on fait des greffes, une des parties assez complexes de l'intervention, c'est ce fameux prélèvement palatin, également parce que c'est cette intervention ou cette partie de l'intervention qui peut engendrer certaines complications comme une hémorragie. Alors, pour ça, pour éviter les complications et pour maximiser le résultat, il va falloir vraiment bien connaître certains éléments clés de cette anatomie du palais. Alors d'abord, si on s'attarde sur les structures osseuses, le palais dur, le palais osseux est composé des deux os maxillaires et en postérieur des deux os palatins qui se joignent au niveau d'une suture sagittale. Il y a également une suture postérieure entre les os maxillaires et les os palatins. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance dans le cadre des greffons conjonctifs. Donc ce qui sera plus important dans l'anatomie osseuse, c'est la présence du canal grand palatin par lequel émergera l'artère palatine descendante, selon la nouvelle nomenclature, ainsi que le nerf palatin descendant. Il y a aussi la présence du canal incisif, de nouveau, avec une artère, l'artère et le nerf incisif. Alors en fait, ces structures anatomiques sont importantes pour les anesthésies. Quand on va faire un prélèvement palatin, on va vouloir faire une anesthésie en bloc, pour avoir une bonne anesthésie d'abord, mais aussi pour pouvoir jouer sur l'effet vasoconstricteur de l'anesthésique et travailler de manière un peu plus confortable, avec moins de saignement. Donc systématiquement, quand on va faire un prélèvement palatin, on va faire une anesthésie en bloc au niveau du trou grand palatin et dans certains cas au niveau du canal incisif. Maintenant, de nouveau, dans le cadre de ces interventions, cette artère palatine descendante est également très importante parce que c'est une structure anatomique qu'il va falloir éviter afin d'éviter également des complications comme une hémorragie. Donc selon plusieurs articles, cette artère serait située plus ou moins à 12-14 mm des prémolaires et des molaires à partir de la jonction émail-sément des dents. Si on voit les choses de manière différente, c'est aussi plus ou moins aux 3/4 de la distance entre la jonction émail-sément des prémolaires et des molaires et la ligne médiane du palais. Donc maintenant, quant à la profondeur de cette artère, elle est dans les plans assez profonds et juste après son émergence du grand palatin, elle est même dans une petite gorge, dans une petite rigole, finalement qui la protège d'un éventuel coup de lame. Et ça, c'est plus spécifique des palais très ogivaux, comme ici sur la photo. Donc il y a moins de risque, je veux dire, de la léser dans un palais ogival. Par contre, dans un palais plat comme celui-ci, cette gorge va être un peu plus atténuée et donc l'artère sera plus superficielle et il y aura un risque accru de la léser. Donc c'est important de bien observer la forme du palais avant de démarrer votre intervention. Donc je voudrais maintenant m'attarder sur la description plus en détail des tissus mous. Donc ici en verticalité, dans l'épaisseur du palais, il est composé de 4 couches. La couche la plus superficielle, c'est l'épithélium, un épithélium masticatoire, donc kératinisé. Juste en dessous, nous aurons la lamina propria, donc qui est une zone de tissu conjonctif généralement très fibreux, et c'est ce qu'on va rechercher dans les greffes épithélio-conjonctives. Donc c'est vraiment cette lamina propria que nous désirons prélever. Dans la sous-muqueuse, donc dans les plans plus profonds, on aura un tissu ici conjonctif beaucoup plus large et qui contiendra plus de cellules graisseuses ou de glandes salivaires. Et puis dans la 4e couche, c'est bien sûr le périoste. La gencive masticatoire du palais n'est pas non plus la même partout au niveau du palais. On a d'abord la zone alvéolaire qui est le long des dents et dans les zones postérieures, donc au niveau de la tubérosité, cette zone alvéolaire, sur
toute sa profondeur est relativement fibreuse, même dans la sous-muqueuse. Mais par contre, dans la partie la plus interne du palais, on aura dans la sous-muqueuse pas mal de cellules graisseuses, et en zone postérieure, que l'on appelle la zone glandulaire, la présence de toutes ces petites glandes salivaires accessoires que l'on préfère éviter de prélever, bien sûr, également. Alors je voudrais revenir quand même sur cet épithélium que vous voyez ici en coupe histologique. Donc il fait plus ou moins 300 microns d'épaisseur et il a vraiment des grandes digitations comme ça qui se profilent dans le tissu conjonctif. Et bien sûr, quand on va faire un prélèvement conjonctif, on va vouloir éviter de prélever la pointe de ces digitations parce que ça veut dire qu'on prélève des cellules épithéliales qui pourraient, dans un second temps, engendrer des inclusions épithéliales au niveau de la greffe que l'on réalise. Donc on va faire un prélèvement conjonctif. Il va falloir avoir un volet qui est assez fin pour prélever un maximum de la lamina propria, qui est un tissu fibreux de bonne qualité, mais aussi éviter, assez épais je vais dire, pour éviter des inclusions épithéliales, de prélever vraiment la pointe de ces digitations et risquer des inclusions épithéliales au niveau de sa greffe. Et donc ici par exemple deux exemples, un greffon conjonctif qui est extrêmement fibreux, je dirais 100% fibreux, qui a été prélevé au niveau de la tubérosité, c'était une tubérosité chez un édenté, donc là il y a moyen d'avoir des beaux greffons. Et de l'autre côté, un tissu qui est plus graisseux, qui comporte plus ou moins 50% de tissu graisseux. Alors on peut utiliser les deux fonctionnent. Il va juste falloir faire attention qu'un tissu très fibreux va avoir plus tendance à se nécroser si on ne l'enfouit pas complètement. Donc il aura besoin d'un excellent lit vasculaire, tandis qu'un greffon plus graisseux va généralement montrer moins de nécrose et on pourra le laisser un petit peu exposé. Alors une dernière chose à laquelle il faut faire très attention, on va vouloir prélever le plus proche des dents parce qu'on sait que dans cette zone-là on a un tissu de bonne qualité, mais il va falloir faire très attention de ne pas faire effraction dans le sulcus. Donc je vous invite, avant de faire un prélèvement, qu'il soit conjonctif ou épithélio-conjonctif, de sonder en palatin, de voir la profondeur de poche et de rester à distance du collet. La zone de sécurité est grosso modo de 2 mm. Donc, pour terminer cette capsule, je voudrais faire un petit récap. Donc, première chose, bien être averti de la présence de l'artère palatine descendante, parce que ça peut être des complications difficiles à gérer. Je pense ici aux hémorragies. On va avoir une zone de prélèvement qui est relativement étendue, donc ça va pouvoir s'étendre de la deuxième molaire jusqu'à la centrale, mais si on doit prélever un petit greffon, on essayera de rester en face des prémolaires, parce qu'en fait, il faut également savoir que en face de la cisse, de la première molaire supérieure, on a généralement un petit bombé lié à la racine palatine de la dent, et donc généralement une épaisseur plus fine de gencive disponible. Donc on essaiera de rester devant cette molaire si on doit prélever un petit greffon. Et puis bien sûr, gardez en tête que la tubérosité est un excellent site de prélèvement. Et c'est en plus une zone qui est relativement facile à prélever d'un point de vue technique. Nous en rediscuterons lors des masterclass. Donc voilà mes chers collègues, je me réjouis déjà de cette prochaine session de masterclass. À très bientôt!